Es Guardiola el que golpea. ¡Gol! ¡Gol del Barça! Ha marcado Guardiola el 0-2 para el Barcelona. Jarro de agua fría para los florentinos. Minuto 34 de juego de la segunda parte. Fiorentina 0, Barcelona 2. Ha anotado Guardiola en el lanzamiento de falta, dejando clavado a Toldo en la portería. Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Salut à tous, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré, Les Libéraux. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode aux accents catalans en opposition aux deux derniers 100% madrilènes. Et quel autre joueur catalan que celui qui est intimement lié aux victoires du FC Barcelone en tant que joueur et en tant que coach, Pep Guardiola. Guardiola, pour situer l'homme rapidement, tâté dans sa globalité, c'est l'une des personnalités plus importantes de l'histoire du football. Ouais, complètement. En tant qu'entraîneur à l'heure actuelle, mais aussi en tant que joueur. Faut pas oublier, on va en parler lors de ce podcast. Ça a été un très grand joueur. Malgré ce que Samuel Eto'o a pu dire, ça a vraiment été un très grand joueur et précurseur d'un poste qui était voué à disparition depuis Nice 15 dans les années 70, pardon. Et il a un peu remis au goût du jour ce milieu de terrain défensif, technique, devant la défense. Guardiola, c'est une idée du football, Raphaël, celle de Cruyff d'abord, qui l'a portée, la sienne ensuite, qui a changé à jamais le football de nos jours. Bah c'est ça, c'est un peu la jonction qu'il y a eu avec le FC Barcelone via Johan Cruyff, et c'est pas un hasard si c'est Cruyff qui l'a repéré à ses débuts, donc forcément il y a cette patte-là, et ensuite il va retransmettre à la génération par la suite. Mais en tout cas Guardiola, quand on entend dire Busquets, etc., il faut savoir que Guardiola, bien avant lui, avait ce Busquets qui faisait fureur au milieu de terrain, et on va y revenir sur ces belles années des années 90. Ah oui, le rappelait, hein, Samuel Eto'o, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais Johan, Bah ouais. pour ne pas oublier le joueur qu'il était, que peux-tu nous dire de lui? Pep Guardiola, j'ai du mal à parler positivement des joueurs de ce club-là, mais il faut reconnaître que Pep Guardiola, ça a été je pense que vous l'avez dit à peu près, hein, c'est vraiment le précurseur à son poste. C'est vraiment un joueur qui détonnait de par sa singularité en fait par rapport à la tendance qui était à l'époque du football espagnol, un football très physique, très rugueux, avec justement en exemple voilà les équipes du Pays Basque, parmi lesquelles donc la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao, mais il y a aussi la Quinta del Buitre du Real Madrid qui ne pratiquait pas un football chatoyant. Et Guardiola justement. Et donc voilà, pour le coup Guardiola c'était vraiment la petite perle en fait qu'il fallait polir pour pouvoir apporter un dynamisme nouveau dans les préceptes du football espagnol. Mais au-delà de ça, c'est vrai c'est intéressant ce qu'il dit, Johan, c'est qu'il est en totale opposition avec le football espagnol de ses débuts. Mais la principale force de Guardiola, Tate, c'était justement sa vision du jeu, son contrôle du ballon, de l'espace, la bonne passe. La bonne passe, toujours le menton, la tête en avant. Il voyait avant tout le monde ce que les gens voyaient un peu plus tard. Jouer, casser les lignes. Se déplacer aussi parce que c'est vrai qu'à la fin de sa carrière, vers les années 2000, on a l'image d'un joueur peu mobile. Mais au début de la carrière de Guardiola, entre 91 jusqu'à 95, c'est un joueur qui se déportait, quand Baquero a mort plongé dans le demi-espace, lui, surtout quand Laudrup n'était pas là, parce que pour des raisons administratives, il se déportait en numéro 10. Et c'était vraiment un joueur techniquement délicieux à avoir joué, vraiment. Guardiola, en plus, Raphaël, c'était aussi un gars charismatique, avec un leadership naturel. C'était aussi ça, sa palette de joueurs. Bon, en fait, il jouait un peu comme un sénateur, c'est-à-dire moi j'ai l'image de Guardiola vraiment qui jouait sans forcément donner toutes ses capacités. Même lui le dit, hein, il disait que c'était un milieu de terrain lent, il disait même qu'il n'avait pas de grosses frappes et pas de dribble particulier, alors que tu le voyais quand même au milieu de terrain faire des différences sur quelques mouvements, donc ça montre quand même qu'il avait une certaine technique et surtout une vision de jeu. Moi, je revoyais un peu là en travaillant ce sujet ces délicieuses passes et ces passes un peu qui cassaient les lignes. Le mec, il te sortait des transversales aériennes et même ras du sol. Ouais. Je suis désolé. Aujourd'hui, il y en a très peu qui sont capables de faire ce genre de prouesse technique. Juste pour revenir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure dans la façon dont il détonnait avec le football de son époque, c'est qu'effectivement il était lent, il était maigre, il était frêle, et on a vu par la suite que quand lui-même il était entraîneur, ça lui posait pas de problème de faire confiance justement à ce type de joueur. Bien sûr, il y a les Messi, Xavi, Iniesta qui ne faisaient aucun doute pour les faire jouer, mais il y a eu d'autres petits encore.
Guardiola, c'est d'abord la tête, les jambes ensuite. Exactement. Et justement, comme on l'a dit précédemment, le joueur qui correspond parfaitement au mindset de Guardiola, ça a été Sergio Busquets en même temps que Xavi, Iniesta, etc. C'est Sergio Busquets qui est vraiment la patte Guardiola, parce que quand Guardiola arrive en tant que coach au FC Barcelone, c'est plutôt Yaya Touré qui est vraiment le milieu défensif, enfin ceux qui jouent juste devant la défense, c'est vraiment Yaya Touré qui est censé être là. Et Sergio Busquets pousse lentement, mais sûrement Yaya Touré vers la sortie. Et c'est voilà, sous l'impulsion de Pep Guardiola aussi, c'est clair. Mais voilà, je pense que à travers Sergio Busquets, Pep Guardiola justement c'est revu en fait à travers Sergio Busquets, et il est tout à fait normal que l'importance qu'a eu Sergio Busquets au Barça, Guardiola l'a eu aussi à son époque, et justement ça correspond bien sûr à la période de domination du Barça lors des deux périodes correspondantes. Guardiola est né en Catalogne, il est formé à la Masia, il y entre en 1984, doucement il monte les échelons petit à petit, Raphaël. Ouais, il monte les échelons et forcément, c'est pas un hasard si Cruyff le repère sur les terrains de l'équipe B, sur ça. Mais là, déjà, naît un petit peu cet ADN Masia. On voit de plus en plus on voit une identité de jeu, on voit une identité justement de patte et de profil qui ressort. Et bizarrement, alors je sais pas si c'est un hasard ou une coïncidence, mais par la suite, on voit que Guardiola avait un style de jeu qui était un peu propre. Vous vous rappelez un peu de l'équipe de la Colombie dans le mondial 90, via Maturana, qui avait mis en place la Toqué. Donc là, on parle de tiki-taka, mais à l'époque, c'était la Toqué, le jeu un peu en une Ouais, le touche de Toqué, balle, ouais. milieu de terrain. Et le Toqué ou la Toqué, je ne sais pas comment on le détermine, mais en tout cas, à partir de là, Guardiola s'est forgé justement un profil de jeu basé un petit peu sur ce concept. Au départ, comme tu le disais, il était plus joueur milieu de terrain qui se projetait vers l'avant. Et c'est vrai qu'à ses premières années, et avant d'intégrer l'équipe pro, c'était un joueur qui allait vraiment vers l'avant et qui n'hésitait pas justement à suppléer le numéro 10, le porteur de balle, pour faire des différences sur le point de vue offensif. Fin des années 80, début 90, il tape dans l'œil de Johan Cruyff. Il le fait débuter la saison 90-91. Johan, c'est l'histoire qui commence. C'est l'histoire qui commence. C'est un Barça justement qui est en pleine reconstruction, hein, comme je vous l'ai dit, et je le répéterai jamais assez. À cette période-là, c'est Real Madrid justement qui domine le football espagnol. Et il est clair que cette saison 90-91, donc Pep Guardiola, Johan Cruyff justement lance Pep Guardiola. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pep Guardiola à l'époque, il n'a que 20 ans. Donc c'est vraiment un jeune footballeur qui a la pleine confiance justement de son entraîneur. Et par la qualité de visionnaire qu'a Johan Cruyff, on voit vraiment que Pep Guardiola est utilisé au meilleur des postes, juste devant la défense. Et c'est vraiment l'une des premières rampes de lancement du Barça qui va, pour le coup, qui va écraser la concurrence en Espagne et en Europe à cette période-là. Et bien sûr, après cette saison 90-91, il y a bien sûr cette saison 91-92 avec Risto Stoichkov ou voilà, et bien sûr Ronald Koeman qui jouait au poste de libéraux, où il gagne la Ligue des Champions à Wembley. Et c'est vraiment l'apothéose pour le Barça parce qu'à l'époque, comme je vous l'ai dit, le Barça n'était vraiment plus à la page, beaucoup de déconvenus. Et justement, Et Carles quand Busquets Johan Cruyff aussi. arrive, comment Non, je disais et Carles Busquets aussi. Non, mais je voulais rajouter. Vas-y, je te laisse. C'était Oui, le gardien remplaçant qui était. c'était le gardien remplaçant, Non, Raphaël. mais je sais, mais c'est par rapport à Sergio Busquets. Vous m'avez détruit là, mais coupez les C'est jambes. lui, c'est lui, c'est encore lui. Shader. Ah, Non, désolé, mais pour désolé. rebondir à l'année 91 du Barça, premier titre du championnat, et pour mettre à cette époque-là, Cruyff devient de plus en plus menacé parce qu'il est dans le club, ça fait 3 ans, il n'y a pas de titre, il n'y a qu'une Coupe d'Espagne en 91, il me semble, en 90, pardon. Exactement. Et là, ça 90. commence déjà à grincer parce qu'il y a des investissements qui sont là. Il y a c'est tout l'aura de Cruyff qui est là. Il réclamait des joueurs et il était obligé de sortir des joueurs de la Masia. Donc il y avait Ferrer, il a comme ça avec Ferrer, et il y a eu Guardiola en 91. Sergi. Et ouais, c'est Sergi, et là en 91, le premier titre enfin, et qui va emmener les autres titres en 92, en 93 et en 94, et qui va mettre fin au règne de la Quinta del Buitre. C'est la Dream Team qui vient de naître, Tate, finalement. Ouais, exactement. En plus, la même année, il y a Barcelone. Donc, c'est la Dream Team, c'est le surnom aussi qui est lié avec les joueurs de basketball américains, comme les Espagnols gagnent la médaille d'or au football avec Guardiola. Donc, ils font le parallèle. Et oui, il y a cette Dream Team de Barcelone qui commence à éclore. Stoïkov, Laudrup, Guardiola, Amor, Ferrer et Baquero. Et franchement, c'est un football. Franchement, je vous conseille de voir les Bizarreta images. aussi au cas. Bizarreta. Bizarreta Ouais, au cas aussi. c'est un football exceptionnel. Exceptionnel.
Mais il est incroyable ce parallèle entre l'histoire de la Dream Team qui commence au moment où Johan Cruyff décide de mettre Guardiola dans le corps du jeu, et ça correspond au même moment où, en 2008-2009, Guardiola décide de mettre Busquets dans le cœur du jeu, et on a ce qui s'est passé par la suite. Raphaël, c'est incroyable, on a l'impression que, je sais pas si, comme je vais reprendre ton expression, si c'est un hasard ou une coïncidence, mais clairement, le passif de Guardiola en tant que joueur a complètement façonné sa façon de voir le football ensuite. Bah ouais, parce qu'en fait, quand tu joues, forcément, tu as la réalité du terrain, tu as tes expériences sur ce que tu vis, les victoires et au final, la montée, justement, début des années 90 du Barça. Ce qui est un peu dommage, c'est que quand nous, on était jeunes à cette époque-là, donc on se base aussi sur les gros matchs et les faits historiques, mais c'est une hégémonie qui monte. Et en même temps, c'est aussi le développement d'un football plus terre à terre. C'est les années 90, le football commence de plus en plus à se développer. On voit des ovnis également apparaître comme R9 du côté des Pays-Bas. Donc forcément, il y a un jeu qui se développe. Et pour moi, c'est pas vraiment un hasard si tu vois Guardiola par la suite développer et ensuite, à partir de 2008, le retranscrire en tant que coach. Et c'est tout à l'image de cette équipe qui monte et qui rafle 4 titres de suite en Espagne. Ouais. C'est fabuleux. Enfin, c'est 2 finales de Ligue des Champions en 3 ans, c'est énorme. Juste pour revenir un petit peu, je voulais dire que ce podcast, il aurait pu s'appeler, ça aurait pu être un focus sur la Dream Team, hein, mais en fait, non, c'est sur Guardiola. Juste une petite précision pour montrer à quel point c'est impressionnant, juste pour revenir en 92, donc il remporte la C1, mais aussi le trophée Bravo du meilleur joueur du monde de moins de 21 ans. C'est d'ailleurs la première fois que le trophée Bravo récompense un joueur de moins de 21 ans. Et les champions olympiques, c'est vraiment un jeune incroyable. À ce moment-là, il n'a même pas 21 ans. Je voudrais aussi qu'on revienne encore un tout petit instant pour nos chers auditeurs sur le poste de Guardiola. En fait, c'est le numéro 4. Et ça, c'est très important de le préciser. C'est d'ailleurs ce numéro 4 qui va être utilisé par Rijkaard à l'Ajax en 95. C'est vraiment... 4. Non, pardon. Continue. c'est vraiment c'est vraiment le cruyffisme absolument. Et j'aimerais quand même qu'on s'attarde encore un petit peu sur ce poste. Le numéro 4, moi, selon mon interprétation, c'est la première rampe de lancement justement au milieu de terrain. C'est celui qui reste juste devant la défense et qui est la première rampe de lancement. Il doit colmater les brèches justement. On va dire, il a un poste qui, pour moi, qui n'est quasiment même pas défensif en fait. Parce qu'il apporte tellement offensivement que défensivement, on a l'impression qu'il ne sert à rien du tout. Et pour moi, comme je l'ai dit, c'est vraiment la première rampe de lancement de l'attaque. Bon, après le gardien de but qu'on a vu du côté de l'Ajax, mais concernant le Barça, c'est la première rampe de lancement justement pour les attaques placées dont fait l'objet le Barça, quoi. Moi, je dirais que non, la première, franchement, pour avoir revu les matchs, je dirais que la première rampe de lancement, c'était plus Coman en libéraux, parce qu'il jouait tellement haut, Johan, si tu regardes bien. Il jouait Oui, tellement haut c'est ça aussi. que, en vérité, Guardiola, il jouait plus jusqu'à 94. Hein. Il jouait limite dans les 20 mètres au-dessus de la ligne médiane, hein, honnêtement. Et limite, parfois, il se déplaçait même entre les espaces. Mais c'est vraiment l'arrivée de Romario en 94 où ça va être la quintessence de Guardiola, où il va faire beaucoup plus de passes D, il y aura une relation avec Romario. 93 Romario. Ouais, 93-94. Ouais, 93. Ah oui. Et quand vous regardez les buts de Romario à Barcelone, il y a beaucoup de passes de Guardiola. Parce que c'est là que le premier but qu'il met contre le Real, c'est un but, moi, franchement, c'est l'un des plus beaux buts. C'est l'un des buts, malheureusement, je suis supporter du Real, mais c'est l'un des buts que je kiffe le plus. Le premier but qu'il met, où il met c'est même pas une virgule, c'est un en fait, crochet 90 degrés. Il tourne son corps à 90 degrés. Et justement, le défenseur, malheureusement pour lui, il est sur les talons et il ne peut plus rien faire. Et c'est Guardiola qui fait la passe, justement. Mais c'est pas pour rien au final, parce que tu vois le style de jeu de Romario à la profondeur et Guardiola qui joue avec la tête levée et qui voit les appels. Et forcément, des passes de 5, 10, 20, 30 mètres, forcément, Guardiola-Romario, ça pouvait que fonctionner. Les deux, c'était complémentaires. Passeur et sur l'appel. Regarde, Johan, sur le but de Romario. Quand Romario, il est dos au but, comment il demande la balle à Guardiola. Ouais, il lui demande directement parce qu'il y avait déjà une complicité entre eux. Dans les pieds. Parce qu'il y avait déjà une complicité entre eux, vraiment. Et là, Guardiola, il lui met tac. Mais si tu regardes bien, le premier match de Romario à Barcelone, c'est contre la Sociedad. Il met un triplé et c'est les 3 passes de Guardiola. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est en 94 où vraiment, parce que parfois, il y a Laudrup qui joue pas à cause des étrangers, parce qu'à l'époque, il y avait 3 étrangers et que c'est lui qui payait le plus parce que c'était Stoïkov, Coman et Romario qui jouaient le plus. Et là, c'est là que tu vois la quintessence tactique de Guardiola cette année-là. Exceptionnel. En 1996, Cruyff s'en va. Il est remplacé par Robson. Le club fait une très bonne saison avec 2 trophées grâce au gigantesque Ronaldo.
1997, sous Van Gaal, le leadership de Guardiola est récompensé. Il est naturellement désigné capitaine du club. Le problème, c'est que le corps commence à avoir un petit peu du mal à suivre Raphaël. Ouais, bah, c'est là où on a commencé à voir les saisons de Guardiola avec 10-20 matchs max, 97-98, 98-99, il joue très peu. En plus, il fait pas l'Euro 96 à cause de conflits avec, avec le coach, et 98, il n'est pas là non plus à cause de sa blessure, justement. Forcément, c'est un peu, encore une fois, paradoxal parce que là, il prend du galon. Il a un âge où vraiment, au vu de son poste, normalement, quand tu arrives à ces âges-là, tu Ouais, prends maturité. vraiment de la maturité, Maturité. même dans ton jeu, etc. Et tu prodigues un peu les consignes. Et au final, c'est là où il se blesse le plus. Et je pense que c'est un tournant dans sa carrière. Comme tu l'as dit, R9, heureusement qu'il est là en 96-97 pour rafler les titres. Et puis après, on voit un niveau de jeu qui commence un peu à décroître. 98-99, Et 97, il est bon, 97. Hein. Il est bon, Comment 97. Hein. 97, il est bon. Hein. Il met Oui, mais notamment un coup par, franc oui, contre mais la Fiorentina. oui, Attention. Hein. Ouais, non c'est mais, vrai. ouais, non mais clairement Très 97, grand. c'est vrai que Barça a un bon niveau de jeu, mais à partir de 98 c'est compliqué. Moi je me rappelle forcément de l'élimination contre Manchester en Ligue des Champions 98-99, mais en tout cas le jeu sous Guardiola, enfin sous Van Gaal avec Guardiola, forcément c'est moins spectaculaire, Je suis pas d'accord. et c'est compliqué par la suite parce qu'il se remettra pas vraiment de toutes ces blessures-là. On pourra pas avoir des saisons vraiment complètes de Guardiola. Pourquoi t'es pas d'accord, Tate? Bah, 97, il fait une bonne saison. Il fait 38 matchs en championnat. 99, il est encore là. Et 2000, il est encore là. Hein. Après, c'est vrai qu'il n'est pas, il est pas vraiment au niveau qu'il était sous Cruyff. Mais ça reste encore un joueur de haut niveau. Il fait tellement de haut niveau qu'il fait la pub Nike pour l'Euro 2000, hein, les gars. Attention. Hein. C'est pas non, mais c'est pas. Attendez, dans la pub, il y a que des top joueurs. Hein. Il en fait partie. Hein. Donc, si vraiment il était sur le déclin, comme vous dites, Nike l'aurait jamais calculé. Hein. Alors, juste avant de continuer, je vous laisse écouter la question de l'auditeur. On y répondra tous ensemble. Bonjour les gars, je m'appelle Kamel et j'ai une question concernant Guardiola, celle de savoir quel a été son plus grand fait d'armes dans sa carrière en tant que joueur. Merci beaucoup. Merci Kamel pour ton message. Alors, on la pose maintenant ta question parce que le meilleur de la carrière de Guardiola, bah, il s'arrête plus ou moins sur cette période-là. Alors qu'on a quoi? On a fait quoi? 6 ans, 7 ans déjà? C'est pour dire un petit peu le problème qu'on peut avoir quand on a laissé ce joueur. Il a été extraordinaire sur ce laps de temps, mais pas tant sur le reste de sa carrière. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a du mal à concevoir le fait que ce soit un grand joueur. Alors juste pour répondre à cette question, qui veut commencer? Raphaël? Bah forcément, je pense que son année 91-92, hein, il le disait Johan tout à l'heure, bah, entre la combinaison des JO, la Ligue des Champions, sa révélation, meilleur jeune, moi je pense que c'est cette partie-là qu'on retient le plus. Malheureusement, moi, à mon âge, moi j'étais pas né, donc j'ai pas pu vraiment le vivre. Mais c'est vrai que c'est cette Nous non période-là plus. pour Hein. moi. Oui, mais il y en a qui, dans le groupe des libéraux, qui ont peut-être eu l'occasion de le voir, mais ils ne déclarent pas l'âge. Oh, c'est pas beau. C'est pas beau. Pourquoi Bref. tu parles de Nams comme ça se fait pas. Je parlais même pas de lui. Mais en tout cas, non, mais en tout cas, je pense que pour répondre à la question, 91-92 pour moi, bah voilà, pour moi c'est une carrière, c'est une saison de très très grands joueurs, et je pense que c'est son meilleur fait d'armes pour moi. Est-ce qu'il y a un match qu'il faut montrer à tout le monde, Tate, pour comprendre qui est Pep Guardiola? Dynamo de Kiev, Barcelone, le 4-1. 93-94, il y a 4-1. Même Romario, il fait une passe sans toucher la balle pour Baquero. Et ce match-là, Guardiola, comme tout le Barça, hein, c'est la quintessence de tactiquement ce qu'est Guardiola. Et comme a dit Johan aussi, le 5-0. Le 5-0 au mois de janvier 94 en Liga, où c'est un délire. Ouais, C'est un délire. c'est clair. C'est un délire. C'est un délire. Yoann, tu veux répondre à Kamel? Bah, ouais, bah après, moi, franchement, moi, j'ai ma théorie par rapport à Guardiola, c'est que pour moi, sa carrière, pour moi, elle a commencé en 80, donc voilà, en 91. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pour moi, concrètement, le Guardiola à un certain niveau qui apporte quelque chose à son équipe et que son équipe est forte, ça s'arrête en 94. Pour moi, Oh c'est là vraiment là ça, tu vois. là là Et là là pour là moi, là. voilà, ce qui représente voilà, le fait d'armes de Guardiola en tant que joueur, comme l'a dit Raphaël, il a cette saison 91-92. Mais moi, je pense que à part si le Barça ne fait pas n'importe quoi, enfin pas ne fait pas n'importe quoi, mais ne se fait pas corriger par Milan AC en finale de la Ligue des Champions 94, pour moi, c'est surtout cette saison-là où le Barça est très très haut et où Guardiola est très très haut aussi. Et en dépit du fait qu'il gagne le championnat de justesse, Ouais. mais bien sûr, moi, le match que je connais le plus de Guardiola, c'est le 5-0 face au Real Madrid. Et c'est là où vraiment on voit le Barça qui atteint un niveau qui est incroyable. Et Jouissif. Guardiola, justement, à travers
Ouais, mais clairement, et à travers sa passe, Guardiola, à travers sa passe face à, qui met à Romario. Et puis il y a ce match aussi face à Porto, cette demi-finale de la Ligue des Champions face à Porto au Camp Nou, Avec où il me semble que Koeman. le Barça gagne 3 ou 4-0, avec notamment le boulet de canon de Coman, Ouais, le doublé le de frappe. Stoichkov. C'est C'est clair que trop. pour moi, c'est la saison 93-94 de Guardiola, même si je ne citerai pas un match en particulier, je pense que c'est cette saison-là qui est le principal fait d'armes de Pep Guardiola. Ouais. Malgré cette finale perdue 4-0 en Ligue des Champions, qui finalement ne vient pas noircir le Contre tableau qui? contre la deuxième plus grande équipe d'Italie. Oh là 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 Je là. pensais que t'allais dire la deuxième plus grande équipe de Milan. Mais bon. Non, mais t'es complètement fou, Raphaël. Elle est pas mal celle-là. Ah, mais Quelle audace. mais franchement. Mais aujourd'hui, Va faire comique, Raphaël, va faire comique. Bon, la saison 97-98 est ruinée à cause des Ouais. blessures. La saison 98-99 est bien meilleure, mais grâce au gigantesque Rivaldo. Guardiola est à l'aise au milieu de toutes ses stars. Ronaldo, Romario, Rivaldo, Figo, Laudrup. Comme dirait Damas, il a le mindset pour le très haut niveau. Pas étonnant de le voir coach des plus grands clubs du monde au vestiaire très compliqué. Guardiola est à l'aise, Johan, dans cet univers. Euh, je dirais vestiaire compliqué, je dirais pas non. Ouais, c'est pas vrai. N'exagérons pas parce que c'est C'est vraiment des vrai. vestiaires qu'il a façonné lui-même. Ah, Je dirais pas jusque-là, mais bien sûr. il est clair que ce qu'il faut reconnaître à Guardiola, c'est que il sait faire passer ses messages en tant que coach et il sait faire changer totalement son équipe. C'est ça qui est incroyable parce que le Barça de 2007-2008 et le Barça de 2008-2009 et le Barça de 2009-2010, 2010-2011 n'ont rien à voir. Ces trois périodes du Barça n'ont vraiment rien à voir. C'est incroyable. Et Pep Guardiola est vraiment le principal chef d'orchestre, le principal instigateur de ce qui est pour moi, même si ça me fait du mal à dire, même si j'ai mis du temps avant de l'accepter, qui est la meilleure équipe justement du football moderne. Franchement, il faut reconnaître que ça a été quelqu'un qui a été extraordinaire en tant que coach, et enfin qui est juste aujourd'hui extraordinaire en tant que coach, et c'est tout simplement normal qu'il soit aujourd'hui l'un des meilleurs coachs de l'histoire du football. Ouais. Les 2 dernières années de Guardiola au club sont toutes recoupées de blessures plus ou moins importantes. Ceci dit, Guardiola au FC Barcelone, ce sont 479 matchs en 12 saisons professionnelles avec le Barça, 16 trophées. Pour un gars de la Masia, et ça je trouve important de le préciser, c'est quand même Ouais. énorme, Raphaël. ouais, bah ouais, parce qu'avant les Puyol, Xavi, etc., il n'y avait pas non plus pléthore de joueurs aussi réguliers qui soient restés aussi longtemps et qui aient joué autant de matchs, tout simplement, de la Masia au FC Barcelone et avoir remporté autant de titres. Donc forcément, c'est un des premiers, justement, précurseurs de vraiment, parce que forcément, le Barcelone des années 80-90, Stoichkov, Laudrup, Maradona avant, R9, Romario, mais c'est vrai que Guardiola fait partie un peu de ce Figo, Rivaldo par la suite, mais vraiment, Guardiola fait partie des joueurs, vraiment des meubles de cette période-là, et bah, surtout qu'à ce moment-là, on ne sait pas ce qu'il va faire par la suite en tant que coach. Mais déjà, moi, je disais, moi, quand j'étais petit, il y avait mon grand frère qui avait un maillot de l'Espagne avec le numéro 4, le maillot de l'Euro 2000 avec Guardiola, mais il avait juste le Sérieux? numéro. Ouais, il l'a toujours d'ailleurs. Et ça, c'est un de mes. Voilà, c'est une de mes premières visions de gamin, parce que voilà, je disais, mais c'est qui Guardiola, etc. Et au final, pour vous dire que même, voilà, c'est un joueur qui était connu par nos grands frères et qui était surtout Ah, ton reconnu. frère qui fait Guardiola carrément? Bah, il avait expressément pris le cadre de l'Espagne parce qu'il aimait beaucoup le joueur Guardiola. Surtout quand D'accord. il avait fait toutes ces dingueries dans les années 90. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve le maillot parce Mm. que c'est un collector quand même. En parallèle, sa carrière internationale n'est pas bien brillante, Tate. Entre les blessures, les engueulades, ça n'a jamais marché, hein. Ça n'a jamais marché, mais bon, en même temps, on va pas dire que l'Espagne dans les années 90 était une nation redoutable dans les compétitions internationales. C'est quoi? C'est Ouais, que mais des c'est quarts toi de qui disais qu'en 98, c'était favori. Excuse-moi de te couper, Tate. Mais regarde l'effectif en 98, tu regardes poste par poste. Oui, mais il n'y a Ils pas ont Guardiola dans cet effectif. Ouais, mais il est blessé. Il est blessé. Et poste par poste, Ah, bon, ils ont au moins l'un des meilleurs joueurs ouais, bah oui, par poste. Hein. Belardo et tout. Ouais, ok. Attends, Ouais, bah non, ouais. pas Belardo, il est mauvais. Ça, je le sais très bien en plus. Oh, Mais entre Hierro, Luis Enrique, Guerrero, Raoul. Kiko. Attention. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Un autre sujet. Mais ouais, après l'Espagne, oui. En plus, l'identité de jeu, c'était un Basque qui était, qui était sélectionneur. Clemente, on sait comment il réfléchit en termes de football. Camacho, Clemente, voilà, c'est pas très joli tout ça.
Et Guardiola n'avait pas trop, comme dit Damas, son mindset n'était pas en adéquation avec le mindset des sélectionneurs en Espagne à ce moment-là. Alors, il joue la Coupe du Monde 94, 98, il n'est pas là pour blessure, 96, il n'est pas là parce qu'il s'est embrouillé avec Clemente. C'est quand même un gros point noir de sa carrière, Johan, cette carrière internationale plus qu'en dents de scie. Mais elle est nullissime. Parlons bien. Elle est nullissime. Pour Oh. moi, il y a que, pour moi, il y a que les JO. Et pour moi, les JO, ça caractérise pas une carrière internationale. Et Tate n'était pas content, mais 94, je suis désolé, il y a pas, l'équipe d'Espagne n'est pas extraordinaire, même s'ils sont éliminés de justesse Ça par joue l'Italie. à quoi? Ça joue à un arrêt de Ouais, mais C'est Pagliuca. vrai, l'Espagne, c'est vrai, ils c'est vrai. galèrent en poule, hein. Franchement, faut le dire. Bah oui, ils sont nuls face à la Corée du Sud, 4 etc. points, Ils galèrent. 4, Bah oui. 5 Et points, 5 points, ils ont. donc, ouais, non, clairement, Guardiola, pour moi, sa carrière internationale n'est pas à la hauteur du joueur qu'il a été en club, tout simplement. Parce que, mis à part l'Euro 92, mis à part les JO 92, il n'a aucun fait notable. Et encore, les JO, ce n'est pas vraiment quelque chose que l'on peut compter pour définir la carrière internationale d'un joueur. Mais il est clair que, non, sa carrière, pour moi, est très décevante. Parce que, concrètement, Guardiola, au vu de son âge, il aurait pu même jouer, on va dire, s'il était vraiment opérationnel, il aurait pu même jouer la Coupe du Monde 2002, être le joueur d'expérience au milieu de terrain de la Coupe du Monde 2002. Et ça n'a pas été le cas parce qu'il est déjà en dehors des radars à partir de 2000 et 2001. Donc, non, c'est une énorme déception. C'est une énorme déception en Espagne avec la sélection espagnole, Pep Guardiola. Ouais. En 2002, il aurait eu quoi? T'as 31 ans, c'est quand même assez grave. Hein. Enfin, Ouais. C'est rien. 31 ans, mais vous savez très bien, c'était qui les sélectionneurs? Camacho, comment il réfléchit le football. Et à l'époque, il y avait qui? Il y avait Barara, il devait avoir Abel. Non, il n'y a pas Belda en sélection. Valéron. Enfin, non, mais au milieu de terrain, Elguera. c'était Elguera, ouais, voilà. Au milieu de terrain, c'était Elguera. Elguera, Barara. Bah, je pense qu'il aurait privilégié le physique à la Barara. technique, Camacho. Une carrière internationale décevante donc, mais pas autant que sa fin de carrière. Brescia et Rome, on retient quoi, Raphaël? Bah, son problème avec le contrôle antidopage à la Roma, même s'il a été relaxé, enfin, c'est quand même une image quand même désastreuse, même si. Et en plus, je crois qu'il joue quoi? Il joue 8 matchs à la Roma. Ah, c'est un passage à vide. En plus, la Roma qui était championne d'Italie en titre, voilà, c'est un peu compliqué. À Brescia avec Roberto Baggio, malheureusement, je ne l'ai pas vu jouer quand j'étais allé voir PSG Brescia au parc parce qu'il n'était pas là. À l'Intertoto, en tout t'étais là, cas- l'Intertoto? T'étais là? Ouais, j'étais là, ouais, j'étais Ah, au parc. bravo. C'était un- Ah, bravo, Ouais, Raphaël. c'était un Franchement, bon match. Raphaël. Bah, c'était un match, un beau match de merde, hein, mais bon, j'étais quand même là. T'as vu Roberto Mais- Baggio jouer? Exactement. Bah, c'est bon, je pense Et- que. Ah, bravo, Raphaël. Euh, Bravo. pour revenir sur, non, mais Bravo. pour revenir sur ces années Brescia-Roma, c'est compliqué. Et puis son histoire antidopage, même si après il a été relaxé, ça s'est poursuivi quelques années après. Après, il part au Qatar, au Mexique, voilà quoi. Sa fin de carrière est vraiment indigne. Faut le dire, hein, elle est indigne Mais- de son parcours au Barça. C'est clairement dommage et je pense qu'il aurait mérité une meilleure fin de carrière que ça. Attention, hein. Sa fin de carrière, c'est lui qui l'a voulu. Hein. Il a voulu aller en Italie, il a voulu En côtoyer Italie, Carlo. oui. Il est parti Mazzone. apprendre. En Italie. Ouais. Il n'est pas parti en Norvège non plus, tu vois. Enfin, Non, mais c'est le meilleur ok. championnat du monde, l'Italie. Non, mais il est parti. Non, mais il est parti pour apprendre. Il est parti de lui-même. C'est lui qui a voulu quitter le Barça. C'est lui qui a voulu jouer avec Carlo Mazzone parce que en termes de football, il se comprenait. C'est de lui. Alors, quand vous dites que c'est une fin de carrière en dents de scie, mais c'est lui-même qui l'a choisi. Faut le. Ouais, Ouais, mais- je pense pas je pense pas qu'il imaginait finir comme ça en allant en Italie, mais bon. À 32 ans, à 31 ans, 32 ans, je pense pas. Mais c'est lui-même. Ah, Si de lui-même il voulait rester au Barça, il restait. Mais c'est lui-même. qui Oui, a voulu alors c'est de partir. lui-même D'accord. qu'il est parti, mais la question c'est de savoir est-ce qu'il a joué comme il aurait voulu jouer. Et là, pour le coup, c'est une Ah autre, non, c'est bah une oui, autre interprétation. Exactement. Après, oui, il a joué quoi? Ouais, Il a joué on avec peut pas- Luca. on peut pas accepter ça. On peut pas accepter, mais il a quand même joué avec Roberto Baggio, il a joué avec Luca Toni, il a joué avec Stéphane Appia, il a joué avec. Luca Toni, c'était personne à l'époque. Hein. Ouais, mais bon, c'est marrant de. Il a joué Dario- avec Dario- Mathusalem. Dario- Avec Mathusalem. Mathusalem, le Dario milieu de aussi. terrain. Là. Et puis surtout, il a joué sous Mazzone, sous Capello. Il est parti au Qatar, au Mexique. Il est parti apprendre pour être finalement le coach qui va devenir par la suite. Étant donné qu'il a commencé à entraîner durant le football de notre enfance, on va être obligé de parler de Guardiola, l'entraîneur. Une histoire qui a commencé pour lui comme quand il était joueur dans les catégories inférieures du FC Barcelone. Tate. Exactement. D'ailleurs, avant de parler quand il prend le pouvoir en 2007, il y a son voyage initiatique en 2006 en Argentine, où il va rencontrer des coachs argentins comme Angel Capa, Valdano, Menotti, La Volpe et surtout Bielsa, où il va avoir un entretien de plus de 11 heures. Et c'est à cet entretien-là qu'il va 11 heures. décider d'être Ils entraîneur. ont pas de meuf ou quoi? Ah, ça, c'est toi qui le dis, ça. Ça, c'est toi qui le dis, mais bon. Ça, c'est vous qui le dites, mais pendant 11 heures d'affilée, hein.
D'affilée, Bah hein. oui, c'est ça le problème. Ah, pendant, Les gens, ils ont pas mangé. Tu vois. Le chômage. Même pas le toilette. pendant 11 heures d'affilée, ils ont parlé de football, notamment sur l'Ajax de Van Gaal. Ils ont disséqué comment ça jouait, etc., etc. Et c'est de là, de cet entretien-là, que Guardiola avait des doutes pour être entraîneur, mais après cet entretien avec Bielsa, il a décidé de se lancer. Et Big Richstein lui propose le poste en 2007 pour le Barça B, sous la houlette de Cruyff. Hein. C'est Cruyff qui chapeaute ça, qui lui dit vas-y, il est prêt, prends-le, mettez-le entraîneur B. Et dans cette équipe B, je vais vous laisser citer les joueurs qu'il y a dans cette promotion-là. Victor Vasquez, etc. Ouais, Jeffren, Iago Ouais, Falqué, Fred, c'est ça, Iago Pedro, Falqué, c'est Alcantara, pas mal. Thiago Alcantara. Bah, concrètement, il y a Boyan, beaucoup de, il y a beaucoup de joueurs il y a beaucoup de joueurs des équipes de jeunes de l'Espagne qui sont dans cette équipe-là Ouais. et voilà quoi. Non, mais après moi, honnêtement, moi j'aime bien, enfin pas que j'aime bien le Barça, non, j'aime pas le Barça, mais j'aime bien en fait le fait que cette trajectoire-là, tu vois, le Ouais. fait de pouvoir entraîner Elle les est équipes belle. de jeunes d'abord, Elle est belle. avant éventuellement d'entraîner les équipes, tu vois, des équipes beaucoup plus huppées, donc l'équipe A notamment du Barça. Et pour moi, c'est le meilleur choix qu'a fait une fois de plus Johan Cruyff, sous l'impulsion Ouais. de Johan Cruyff qu'a fait le Barça. Et honnêtement, moi, c'est respectable. C'est vraiment une trajectoire que j'admire. Hein. Même si c'est vrai que Guardiola, c'est pas vraiment le coach que j'admire le plus, mais c'est une trajectoire que j'admire et que je respecte énormément. Première saison avec l'équipe première, sextuplée, c'est l'histoire, ça, Raphaël. Ouah, c'est le début de la plus grande ère pour un club en Europe, dans le monde. Hein. Surtout que le Barça sortait d'une saison un peu délicate. Hein. Je crois qu'ils finissent même Nul. 4e en 2007-2008 sur Rijkaard. On connaît Troisième, ouais. l'histoire d'Eco, Ronaldinho Ils prennent dehors. 4-1, ils prennent 4 face au Real Madrid, etc. Le Pastillo, bien sûr, bien sûr. Bien Le sûr. Pastillo, Ah, ouais, voilà, c'est ça. c'était compliqué. Et là, C'est il très dur. arrive. Ça passe d'une saison très médiocre à une des meilleures saisons de l'histoire d'un club, toute époque et tout championnat confondu. C'est Et dingue. ça s'est joué à En fait, rien c'est parce dingue. que ça s'est joué à rien parce que le choix numéro 1 de Laporta, c'était Mourinho. Et Mourinho. il y a une motion de Ouais. censure et Cruyff qui lui dit non mais tu peux pas prendre Mourinho, etc., etc. Et c'est Cruyff encore une fois qui souffle à Laporta qui lui dit non, Pep est prêt. Vous vous rendez compte à quel point Cruyff, Rinus Michels, les Pays-Bas et l'Ajax ont fait de Barcelone un grand club. Bien sûr. Non mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. C'est la Ouais, c'est vérité. vrai. Clairement. Le meilleur coach du monde depuis Johan. C'est en contestation, monsieur Zakitas. Dites la vérité. Le meilleur Dites la coach, vérité. va dire Ferguson. En fait, attends, non, c'est à moi qu'on a posé la C'est en question. contestation, messieurs. Non, non, plus sérieusement, oui. Concrètement, c'est le meilleur coach. C'est le meilleur coach, il n'y a rien à dire. Surtout, en fait, pour moi, l'écart s'est creusé. En fait, l'écart s'est creusé, je pense, parce que moi, je mettais Mourinho et Guardiola au même diapason. Ce que Mourinho a fait à Porto, ce qu'il a fait de Chelsea, ce qu'il a fait à l'Inter Milan, les deux, je les mettais au même diapason. Mais pour moi, bien sûr, l'écart s'est creusé quand je ne sais plus c'est quel jour, mais c'était en novembre 2009, enfin novembre 2010 plutôt. L'écart s'est creusé à ce moment-là. 5-0 là. Ouais. À ce moment-là, le 5-0, la Manita qu'il y a eu justement au Camp Nou cette année-là, enfin sur ce match-là, ça a creusé l'écart. On pensait à un accident, mais en fait, ce fracas justement a fait basculer justement le rapport de force entre Guardiola et Mourinho, en dépit même de la victoire justement en Coupe du Roi cette saison-là. Mais concrètement, l'écart s'est creusé à ce niveau-là. Et pour moi, Guardiola, oui, concrètement, depuis que je suis le football, c'est le plus grand coach qui a eu. Ouais. Je vous fais écouter un dernier vocal et on en reparle tout de suite après. J'ai d'abord rappelé à Guardiola qu'il n'a jamais été un grand joueur, il était un bon joueur. Et c'est vrai. Forcément, messieurs, hein, chers auditeurs et auditrices, Eto qui donne son avis sur Guardiola, le joueur. Un avis, il faut le dire, Tate, catastrophique. Bah non, c'est juste la rancœur d'un homme. Et à juste titre, hein, parce que Guardiola, on dépeint une belle image de lui en tant que coach et en tant qu'entraîneur. Mais humainement, c'est pas quelqu'un qui de très fiable, j'ai envie de dire. Et là, Samuel Eto'o parle simplement sous le coup de la rancœur qu'il a vis-à-vis de lui, de ce qu'il lui a fait en 2009. Et ça biaise son analyse sur Guardiola. Mais non, très très bon joueur. Très grand joueur jusqu'en 94. Quand Samuel Eto'o parle de ça, pour moi, ce que je comprends dans cette phrase-là, c'est que quand il dit que Guardiola n'a jamais été un grand joueur, je pense que par rapport à ce qui se faisait à l'époque, Guardiola n'est pas quelqu'un qu'on plébiscite. On ne le considère pas comme un joueur incontournable de cette période-là, qu'on le veuille ou non. Et je pense que Samuel Eto'o part de ce postulat-là. Mais oui, mais quand on te dit de faire un 11, on te dit de faire un 11 type dans les années 90, Guardiola n'est pas dedans. Parlons bien.
je pense que je pars du postulat où Eto'o, justement, fait son analyse et dit ce genre de phrase à partir de ça. Et compte tenu justement de la dimension qu'a Samuel Eto'o au Barça. Et je pense que c'est ça qui fait que Samuel Eto'o dit que Guardiola n'a pas été un grand joueur. Et il le dit juste après, ça n'a pas été un grand joueur, ça a été un bon joueur. Je pense que c'est ça. Après, juste pour revenir sur ce que tu disais sur le fait que humainement, c'est pas quelqu'un de fiable, je te trouve un peu sévère, Tate. C'est juste que, voilà, il faut pas quitter dans son collimateur, c'est tout. Mais c'est vrai que quand il est arrivé et qu'il a dit lui, j'en veux plus dans mon équipe, c'est quelqu'un qui a fait des choix. Qui Mais es-tu? non, mais ce que je veux dire, c'est que les joueurs qu'il a choisi de faire jouer et évoluer, ils vont pas te dire que Guardiola, c'est une personne peu fiable humainement. C'est juste que c'est quelqu'un qui a trouvé le courage ou le soutien de dégager 3 des meilleurs joueurs du monde de leur époque, qui sont justement Eto'o, Ronaldinho et Deco. Eto'o qu'il a su quand même garder, et on a vu ce que Eto'o lui a permis, ce que Eto'o a permis à Guardiola de gagner. Mais quand même, j'ai envie de poser cette question, une des dernières pour Raphaël, mais pourquoi on a oublié à quel point le joueur était fort en fait? Bah parce que pour moi, j'ai 2 raisons. La première, c'est en fait, il est devenu tellement fort en tant que coach. Ouais, il y a ça. Il a tellement impacté parce que là, mine de rien, date d'enregistrement, ça va faire bientôt 13 voire 14 ans qu'il entraîne. C'est énorme. Et au final, sa carrière d'entraîneur est plus importante déjà Ça passe vite. Hein. quantitativement parlant que sa carrière de joueur à très haut niveau. Il a prouvé dans plusieurs championnats, alors qu'en club, en tant que joueur, il s'est surtout concentré sur l'FC Barcelone parce qu'ensuite, c'était plus des échecs qu'autre chose. Il y a eu aussi les réactions de Samuel Eto'o et aussi de Zlatan Ibrahimovic qui ont descendu un petit peu, on va dire, la crédibilité de l'homme, Pep Guardiola. Même Et Dante, on le sait Niçois, aujourd'hui Dante, que- le Niçois, bien sûr. Oui, mais aussi, on sait aujourd'hui qu'on est dans une société où voilà, on est très influencé. Voilà, Zlatan, il a une voix, une résonance. Donc forcément, si Zlatan Ibrahimovic, si Samuel Eto'o disent que Guardiola est comme ça, bah forcément, les gens vont dire ah bah oui, il a dit ça. Donc forcément, les gens vont s'arrêter sur cette image-là. Donc je pense que c'est ces deux faits, parce qu'au final. Enfin, c'est bête, mais on a beaucoup de préjugés par rapport à Guardiola. Et je vais même mettre une petite anecdote pour rigoler. Voilà, Guardiola, on le voit comme ça, mais c'était un sex symbole à l'époque. Hein. Il y a même un sondage qui disait que il était en tête des sondages des hommes avec lesquels les femmes mariées espagnoles préféraient tromper leur mari. Et c'est pas une blague. Hein. Raphaël Et Chader. quand tu vois Guardiola comme ça, tu te dis pas que c'est un Raphaël trompeur, Chader. etc. Non, mais tu vois un peu, c'était pour tâter. Waouh. Je voulais faire une petite référence tatéenne avant de Pardon, terminer le podcast. pardon, avec cette référence-là? Non, non, merci. Je refuse ton. Non, je refuse. Les poils au torse, Tout ça Tate, on pour sait dire que tu qu'il kiffes ne ça. faut pas s'arrêter Non, sur arrêtez, ces arrêtez. préjugés-là et que Guardiola était un très bon joueur de football. Après, un grand joueur, c'est relatif par rapport à Eto'o parce que grand joueur, ça a plusieurs significations. C'est un joueur très fiable qui a prouvé sur plusieurs années de très haut niveau. Mais voilà, mais dans tous les cas, entre ce que disent les gens, son aura en tant que coach, je pense que c'est tout ça qui fait que ça a un peu biaisé l'opinion publique sur le Guardiola version joueur. Guardiola, l'entraîneur, est connu de tous et justement reconnu comme l'un des plus grands. Tellement grand qu'on oublierait presque ces années de footballeur, des années qui étaient exceptionnelles, et nous avons été ravis de le rappeler dans cet épisode. Merci et à bientôt. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.